Alors, vous êtes un membre actif de ce mouvement des forces vives. On apprend ce matin par Yasmina Aouni que ça y est, les routes sont libérées. Un seul barrage resterait en place pour maintenir la pression en attendant la concrétisation des mesures annoncées. Bonne ou mauvaise nouvelle? D'abord, je voudrais juste, avec votre accord, rectifier un petit détail. Je ne fais pas partie je ne suis pas membre des forces vives, mais j'ai été consulté en tant qu'expert pour apporter un éclairage sur certains points un peu juridiques, un peu délicats. Et je me sens concerné également comme n'importe quel Maori parce qu'on a tous été confrontés à des situations d'insécurité et qui fait qu'on ne peut pas rester les bras croisés, attendre que les choses se fassent. Relativement à votre première interrogation, pour ma part, je considère que c'est une excellente nouvelle, la levée des barrages, parce que vous savez que l'économie à Mayotte, elle est exsangue, la situation, elle est extrêmement difficile. Et puis, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour une raison, là aussi, très simple. Vous savez qu'on a été destinataire d'une lettre émanant du ministre de l'Intérieur et de la ministre déléguée chargée des Outre-mer, qui reprend tous les engagements qui ont été pris lors des négociations auxquelles j'ai participé le 11 février dernier. C'est vrai que la rédaction de la lettre elle-même, elle est très maladroite. Au-delà de ces maladresses formelles, le contenu y est. Et je considère que la parole institutionnelle qui a été donnée par les ministres a été respectée. Et à partir de là, il nous appartient, nous, Maoris, de respecter notre engagement. Sans notre parole, sans le respect de notre parole, nous ne valons rien. À partir de là, comment entreprendre des discussions sereines avec le ministre si nous ne sommes pas capables de respecter notre parole? Donc, les engagements ont été respectés. Tous les points qui ont été évoqués apparaissent très clairement. Il est vrai que la rédaction de la lettre, je dis, elle est maladroite et puis elle n'est pas accessible à tous, mais les engagements sont là et donc il me semble tout à fait opportun d'appeler à la levée des barrages, surtout que la ministre a fait aussi le déplacement pour nous écouter, donc, même s'il y a eu des frustrations. Vous êtes en train de dire qu'il aurait fallu, dès la réception de ce courrier, depuis le congrès de Pamandi, il aurait fallu justement stopper ce mouvement? Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. Il aurait fallu, dès l'expertise de cette lettre, dès l'instant où Safina avait demandé la levée des barrages, à qui j'adresse mes plus chaleureuses salutations, qui fait un travail remarquable malgré les coups difficiles qu'elle subit. Dès cet instant, il aurait fallu, me semble-t-il, procéder à la levée des barrages afin de permettre un retour à un normal et surtout permettre des discussions sereines, des discussions apaisées. Mais bien évidemment, je comprends tout à fait les personnes qui ont maintenu les barrages parce qu'ils l'ont pas fait de leur plein gré. C'est pas de leur bon vouloir. Simplement, c'est une traduction de la souffrance à laquelle nous sommes confrontés. Nous subissons tous cette souffrance, donc c'est tout à fait normal et légitime que ces personnes demandent des actions immédiates, des réponses vraiment immédiates, adaptées à la situation de Mayotte. En tout cas, on a vu les barrages ont quand même été maintenus à l'issue, même à la réception du courrier, alors que le gouvernement, Toumam Saïdi, alors que le mouvement, était parti pour durer dans le temps avec des barragistes très déterminés pour aller jusqu'au bout. Dans son programme, Marie Guévenoux ne vous avez pas du tout intégré durant sa visite. On l'a vu, c'était il y a quelques jours, c'était avant-hier. Il a fallu demander un créneau pour la rencontrer. N'est-ce pas là le résultat des divisions, des consignes divergentes des leaders de ce mouvement? Alors, ça peut s'expliquer par cela. Moi, je le dis ici ouvertement et sereinement. Mayotte n'avancera pas dans la désunion la plus dure, mais plutôt dans l'union la plus pure. À chaque fois que l'on se divise, le résultat escompté n'est jamais là. Il y a une division au sein des mouvements, il y a une division au sein des parlementaires. Vous m'excuserez si je fais un clin d'œil là-dessus. J'ai suivi toutes les émissions de cette semaine. Vous savez, les parlementaires, les députés ont appelé à la mise en place d'un état d'urgence et les sénateurs semblent ne pas être d'accord avec cela. Comment voulez-vous qu'on soit crédible aux yeux de l'État, qui ne nous accorde pas une attention soutenue, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas fichus, pardonnez-moi l'expression, de nous mettre d'accord sur notre désaccord? Ça paraît vraiment scandaleux, en fait. C'est ce qui nous fragilise. Ce qui fragilise cette île,
c'est les voix discordantes, les voix dissonantes, et finalement, on n'est pas audible. Comme ça dit, hein, ça revient souvent. Hein, les Mahorais reprochent souvent aux élus de ne pas être d'accord, de ne pas être assez unis, mais on l'a vu à travers ce mouvement que peut-être que les élus sont à l'image même de la société mahoraise où les Mahorais, pour plein de choses, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, il faut quand même rendre hommage au comportement des élus lors des négociations du 11 février dernier. Ils ont fait preuve d'une union sacrée. Ils étaient tous unis, ils étaient solidaires avec un Benissa Ouseni qui a été remarquable dans les négociations, qui a donné la parole, mais la pleine parole aux forces vives pour négocier avec les ministres. Et finalement, nous avons obtenu au moins la suppression des titres de séjour territorialisés, une chose qui était vraiment jusqu'à présent non négociable aux yeux des différents présidents de la République, mais aussi des différents premiers ministres, des différents gouvernements. Cette question n'était pas négociable. Nous sommes parvenus à l'obtenir. Les gens, à l'heure actuelle, n'en mesurent absolument pas les effets, mais ils vont comprendre à quel point c'est extrêmement important, c'est un pas essentiel qu'on est en train de faire vers l'avant, vers la résolution de cette situation intenable. Justement, d'ailleurs, c'est vous, Thomas Msaïdi, qui disiez la dernière fois que les Mahorais ont réclamé la fin des titres de séjour. On nous parle de la suppression du droit du sol, mais est-ce que vous ne vous êtes pas un peu éparpillé? Vous n'avez pas réalisé cette victoire, la fin du droit du sol envisagée pour la première fois grâce à ce mouvement. La ministre a réitéré sa détermination il y a quelques jours. Elle ira jusqu'au bout. Est-ce que les Mahorais ont vraiment réalisé qu'il y a eu quand même une victoire à travers ce mouvement? Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu une prise de conscience, en tout cas spontanée, parce que la prise de conscience spontanée aurait conduit à la levée des barrages. J'ose espérer que les Mahorais comprennent le sens et la portée de ces engagements. La suppression du séjour territorialisé qui n'a jamais été obtenue, tous les parlementaires ont formulé la demande. Là, on nous propose même la suppression du droit du sol. Ah, c'est vraiment inédit. Vous avez vu à quel point le sujet a été maladroitement instrumentalisé sur le plan national, au point de reléguer nos préoccupations au rang secondaire. Mais ça reste une avancée majeure pour Mayotte, même si les effets, je l'ai dit, sont différés, ne seront pas immédiats. Mais c'est quand même une annonce, j'ai envie de dire, vraiment inédite. Est-ce que ce n'est pas parce que l'insécurité prend une telle place à Mayotte que finalement les Mahorais ne réalisent pas? Il y a ça, et puis il faut aussi dire les choses, il faut être honnête, il faut éviter les tergiversations. Les difficultés auxquelles les Mahorais sont confrontés systématiquement résultent d'une carence de l'État. La protection des frontières, ce n'est pas Madame Dianfar qui doit le faire. Ce ne sont pas les élus qui doivent le faire. La question de l'insécurité, ce sont des compétences qui reviennent à l'État. C'est dans ces missions régaliennes, l'État n'agit pas efficacement et systématiquement, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés reviennent. Chaque mouvement, les mêmes difficultés reviennent et on commet les mêmes erreurs. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Et on n'arrive pas à s'en sortir, en fait. On n'arrive pas à trouver une solution parce que la difficulté, pour ma part, je le dis objectivement, en tant qu'enfant de l'île, nous avons d'autres difficultés à Mayotte. On a des problèmes de développement, on a la santé, le plus grand désert médical. Toutes ces questions fondamentales sont étouffées, sont anesthésiées par les problèmes migratoires, les problèmes d'insécurité qui relèvent encore une fois de la compétence régalienne de l'État. Et si l'État faisait le job comme il se devait, on serait là à parler d'autre chose. Est-ce que vous avez déjà vu un ministre faire le déplacement, arriver jusqu'à Mayotte, évoquer d'autres questions qui permettraient à Mayotte de se développer, si ce n'est la pression migratoire, l'insécurité? Ça fait 20 ans on parle que de ça. Et l'État n'a jamais accepté les propositions émanant des Mahorais. Pour une fois, on leur demande ça. Et j'imagine que vous allez m'interroger sur l'état d'urgence. Les Mahorais demandent l'état d'urgence parce que nous sommes ici, nous vivons la situation. Paris ne peut pas mieux comprendre notre douleur que nous-mêmes. Avant-hier, il y a un jeune qui a été assassiné par arme. Et pour le moment, ce ne sera pas l'état d'urgence, ce sera un Wambouchou 2. Moi, je trouve regrettable parce que je l'ai dit à la ministre lors de négociations d'avant-hier. L'état d'urgence, Madame Dianfar, sur le plan juridique, c'est un dispositif qui a été mis en place en 1955, 3 avril 55, qui exige, qui est subordonné à 2 conditions. La première condition, c'est le cas de péril imminent, résultant d'atteinte grave à l'ordre public. Et l'autre condition, c'est le cas de calamité publique. À Mayotte, on est tous d'accord.
que le cas de péril éminent, résultat d'atteinte à l'ordre public, est constaté, les conditions juridiques sont bien là, et il me semble tout à fait légitime que l'on demande la mise en place de l'état d'urgence. Alors, bien sûr, je comprends les réserves de la ministre, mais il est en train de préjuger de l'efficacité d'une action, d'une opération, sans l'avoir essayé. Ils ont essayé toutes les opérations, ça n'a produit aucun résultat. Lors de négociations, je lui ai dit, on se rapproche au mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois béni, et ce sera le mois de Ramadan. Et ça serait tout à fait légitime, soit d'activer Wambushu 2 dès le mois de mars, pour permettre un retour à la normale, pour que tout le monde puisse passer le Ramadan tranquillement. Est-ce que c'est la bonne période Vous pensez vraiment que c'est la bonne période durant le mois de Ramadan, étant donné que c'est assez calme, c'est le mois assez pieux, le mois... Oui, mais sauf qu'on n'ose pas sortir. On n'ose pas sortir. Tous les jours, on est confronté aux problématiques d'insécurité. Mettre en place le Wambushu 2 dès le mois de mars, ça serait un signal fort. Et j'ai dit également, on pourrait mettre dans l'attente de Wambushu 2 l'état d'urgence. C'est vrai que l'état d'urgence ne dure que 12 jours, parce que c'est décrété en Conseil des ministres. Et la prorogation nécessite l'intervention du Parlement. Mais la situation de Mayotte est telle que cette demande me paraît tout à fait légitime. Qu'on nous dise qu'elle ne se justifie pas, elle ne produira pas les effets attendus, ça me désole, parce que c'est toujours la même logique, celle consistant à ce que Paris propose qui doit être appliqué à Mayotte et refuse systématiquement d'appliquer, de mettre en œuvre les demandes des Maoris, comme si nous n'étions pas à même déconnectés de nos réalités. Totalement. Ah, mais absolument. Quand ils se mettent à brandir des chiffres en disant il n'y a pas de problème d'insécurité à Mayotte, ils sont totalement hors sol. Qu'ils viennent, je lui ai dit encore une fois, qu'un ministre vienne se balader à Mayotte ou un homme politique vienne se balader à Mayotte, à Kawini, et il verra qu'il ne rentrera pas à Paris en marchant comme il est revenu à Mayotte. C'est impossible. Et en tout cas, les parlementaires ne cessent de le dire haut et fort, que ce soit les députés, les sénateurs, le président du département, les maires, c'est vraiment tous les élus de Mayotte. Est-ce que, d'ailleurs, on a entendu durant ce mouvement, le président du département dire que les élus étaient inaudibles durant ce mouvement. C'est ça. C'est vrai, c'est pas nouveau, Paris n'a jamais accordé une attention particulière à la parole de nos élus. Mais qu'est-ce qu'il peut faire dans ces moments-là, rester non, il faut quand même taper du poing sur la table, crier, se faire entendre, faire ce qu'il y a à faire, mais surtout, il faut se mettre d'accord déjà, parce que là, la question de l'état d'urgence, pour revenir, mais vraiment à la parenthèse, quand les parlementaires ne se mettent pas d'accord, ça sert les affaires de l'État. Ça sert notre désunion, notre désaccord ne servent les affaires de l'État. Donc, il faut éviter cela. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut que les élus, les parlementaires travaillent en concertation, travaillent de concert avant d'aller porter nos revendications à Paris. C'est comme ça, comment on pourra se faire entendre et se faire respecter un petit peu. Les conséquences de ce mouvement sont nombreuses dans l'éducation économique également, et c'est la population aussi qui vraisemblablement va payer l'addition avec des prix qui commencent à flamber. Finalement, qui gagne dans ce bras de fer ? Il y a pas de gagnant, même si le mouvement a une espèce de formule, soit on gagne, soit on disparaît. Mais c'est vrai que l'exaspération est telle que ce mouvement a toute sa légitimité. J'ai envie de dire tout ça pour ça, Thomas Msaidi. Les réponses émanent du gouvernement. Ce n'est plus de notre ressort. Est-ce que c'est aussi la façon dont ce combat a été mené ? Vous faites partie, vous avez été là dans les négociations. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un échec de vous qui avez conduit ce mouvement ? Ce n'est pas du tout un échec pour ma part, parce que je le dis encore une fois, nous avons obtenu des avancées majeures qui étaient totalement inespérées. La question de la suppression du séjour territorialisé, la suppression du droit de sol, la mise en place de Wambushu 2 très rapidement, tout ça, ce sont on voit, il s'agit ici des mesures qui n'étaient pas faciles à obtenir. Et justement, nombreux barragistes ont reproché le fait que, durant les négociations du 11 février, à part l'opération Wambushu 2, aucune mesure à long terme pour la sécurité n'a été obtenue. Non, tous les barragistes n'étaient pas présents lors de négociations, donc ils n'ont pas... Ceux qui ont décidé en tout cas de maintenir les barrages dans les semaines suivantes. Je vais être transparent avec vous. Ce qu'on a obtenu, la suppression du séjour territorialisé, Wambushu 2, la suppression du droit de sol, le déploiement de la marine nationale, le renforcement des frontières avec les matériels qui vont avec. Et on a obtenu aussi des aides maintenues pour le monde économique.
et aussi l'avenue rapide de la ministre qui finalement devait... L'avenue rapide de la ministre avec Darmanin au bout de 21 jours. Non, l'avenir rapide. Bon, après les négociations, elle est venue à moins de 15 jours, elle est revenue, c'était ça faisait partie des conditions, et elle s'est engagée à revenir dans un mois. C'est déjà un signe du maintien du dialogue, parce que il faut pas rompre le dialogue. Si on rompt le dialogue, on n'obtiendra rien. C'est dans le dialogue que les bonnes idées émergent, et donc il faut maintenir le dialogue, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord sur la démarche, je vois, ça tire à Uadia, c'est un peu dommage. Mais toutes ces personnes qui, finalement, ont des voix discordantes, ce sont toutes des personnes qui sont animées par une passion commune, c'est-à-dire sauver Mayotte. On aime tous notre île. On est tous amoureux de notre île. C'est pour ça qu'on se démène corps et âme pour tenter d'apporter des réponses à la situation inédite chaotique à laquelle nous sommes tous confrontés. C'est pour ça que il faut pas stigmatiser les personnes, il faut pas indexer les personnes, même s'il y a des mouvements qui naissent, ce n'est pas un problème. Une toute dernière mais question, je voudrais juste qu'il y ait cette union. Justement, en parlant d'union, est-ce que vous croyez qu'après ce mouvement, croyez-vous que demain, s'il faut encore remobiliser les Mahorais, ils répondront à l'appel avec tout ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je peux pas préjuger de comportement des Mahorais, mais en tout cas, les Mahorais ne sont pas dupes. Les Mahorais demandent juste une chose, avoir une vie normale comme n'importe quel enfant de la République, comme n'importe quel territoire de la République. Et ça, c'est une chose que nous ne connaissons pas, pardon. C'est une chose qui nous est interdite, ce qui est vraiment fort dommage. Donc, ce côté-là, le Mahorais a raison. Après, vous avez vu les appels qui ont été lancés ça et là, ils ont été attentifs parce qu'il y a une exaspération. Je vous dis, on est tous fatigués, on peut plus vivre, on peut pas aller à la plage, on peut rien faire. On est tous confrontés au cas d'insécurité. Donc, les Maoris sont sensibles à tout cela. Et j'imagine, j'ose espérer que lorsque la situation l'exigera et qu'un appel sera lancé, que les Maoris seront attentifs à un tel appel que j'espère proviendra d'une voix commune, en tout cas d'une union qui sera constituée en ce moment-là. Merci, Toumam Saïdié.